Frédéric Jean, le cancre pédagogue. Votre balado pédago. Fort de notre expertise dans le domaine de l'apprentissage, nous proposons une solution novatrice et flexible pour compléter vos heures de formation en continu. Une plateforme innovante conçue pour accompagner les professionnels de l'éducation dans le développement et le perfectionnement de leurs compétences. Nos balados mettent en avant des pratiques novatrices visant à stimuler la créativité de nos auditeurs. Nous diffusons chaque semaine des balados pédagogiques pour promouvoir des idées originales, des pratiques inspirantes et des entrevues captivantes. Balado Pédago, la formation en continu. Stéphane Vigneault, dis-moi donc, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Les belles feuilles dans le parc de la Gatineau. Je dirais. Il y a encore des feuilles à ce moment-ci? Oui, un petit peu. Puis celle par terre, ben, c'est très beau, là. Fait que ça fait... Moi, je suis proche du parc, fait que ça fait une belle, des belles promenades. Es-tu un gars de plein air? Oui, quand même. OK. Oui, là, j'attends ce qu'ils font, là. On espère que ça va être mieux que l'année prochaine, là. Oui, dans Gatineau, il n'y a pas tant de monde ski, hein? Non, mais le ski de fond est super beau. Oui, hein? Oui, c'est vraiment un des paradis du ski de fond, là. Quand il y a de la neige. On va en souhaiter. On se connaît depuis peu. Stéphane, tu es une personne qui est très impliquée en éducation. Je te laisse le loisir de te présenter à mes auditeurs. Je suis ici parce que je suis coordonnateur d'École Ensemble. Mon implication, moi, a commencé dans l'École Ensemble en tant que parent. Donc, j'étais pas du tout dans le milieu de l'éducation. Je travaillais dans le milieu culturel. Je peux peut-être te raconter un peu comment c'est né. Oui. Parce que c'est ça, c'est vraiment en tant que parent que ça a commencé pour moi puis pour d'autres parents. Ici, ma plus vieille est allée à l'école du quartier. Et c'est l'école où moi je suis allé aussi, l'école primaire où je suis allé. Donc, je suis pas allé loin de... J'ai voyagé dans le monde, mais je suis revenu près d'où j'ai commencé. Et quand tu es arrivé au primaire, tout le monde chuchotait un peu pour se dire « Est-ce que vous le faites? Mathis le fait, mais Marie, peut-être qu'elle le fera pas. » Puis là, je me dis « Mais de quoi vous parlez? » Ouais. Puis tout le monde parlait d'une chose, c'est l'examen que les enfants peuvent faire, qui, s'ils réussissent, leur permet d'aller dans une autre école. Une meilleure école, une autre école publique, mais une école internationale. Et donc, moi, tout de suite, ça m'a frappé, peut-être plus que la moyenne, parce que c'était mon école primaire quand j'étais petit aussi. Puis, quand j'étais petit, tout le monde allait à l'école du quartier. Il n'y avait pas d'enjeu. On allait à l'école ensemble. Là. Il n'y avait pas de division. Tout à fait. Et donc, moi, quand j'ai vu cette affaire-là, qu'on nous faisait miroiter quelque chose de meilleur ailleurs, je me suis dit, non, nous, on ne va pas tomber dans ce panneau-là parce qu'on a quand même, dans le quartier, une belle connexion. Les parents, on se connaissait très bien de la garderie, du préscolaire. Tu sais, je suis en retard aujourd'hui, on se textait, peux-tu aller chercher ma fille? Ben oui, pas de problème. Fait qu'on avait vraiment développé quelque chose de beau. Puis là, je voyais qu'on allait faire exploser toute cette vie de quartier, cette vie de communautaire-là en nous divisant. Oh mon Dieu. Donc, moi, j'ai essayé de réunir les parents que je connaissais, qui étaient les parents de la garderie, finalement, pour leur dire, écoutez, les amis, vous voyez, on a vraiment quelque chose de beau ici. On se tient, on se connaît. On va continuer avec ça au primaire, ça va bien aller. Puis, moi, je pensais que ça allait être assez simple, en fait, mais ça n'a pas marché du tout. Les parents se disaient, moi, mon petit garçon, il a peut-être besoin de quelque chose de plus. Puis, moi, ma fille, elle va juste faire l'examen, puis après ça, on va voir. Puis, fait que là, j'ai vu qu'on s'attaquait à quelque chose de très fort, qu'on n'allait pas régler ça à l'échelle locale, que c'était pas quelque chose qui était propre à notre quartier, c'était pas propre à Val-Tétro, c'était pas propre à Gatineau. C'était quelque chose qui était partout au Québec, qui était ultra puissant.
Et en fait, après ça, moi, je me suis dit, bon, j'ai essayé, tu sais, au moins j'ai fait quelque chose. Puis je vais écrire une lettre dans le journal, puis peut-être ça peut inspirer des parents ailleurs. Puis, comment ça s'appelait? Pour en finir avec la sélection, pour en finir avec l'écrémage scolaire. Là, c'est 2016, là, tu sais, ça commence à dater. Puis finalement, la presse l'a publié. Puis moi, je me suis dit, bon, tu sais, j'ai fait ma part. Puis c'est ça qui est ça. J'allais passer vraiment à un autre appel. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que beaucoup de parents ont lu ça, puis m'ont trouvé sur Facebook. Puis là, me sont revenus, puis ils disaient, hey, on a lu votre lettre, c'est la même chose ici. Puis quand on en parle de ça, les gens nous regardent avec des gros yeux. C'est comme si on venait d'une autre planète. Puis à la fin, c'était toujours, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puis je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas quoi leur dire. Ouais. Puis là, en travaillant sur le sujet, c'est ça, on s'est rendu compte que c'était pas juste nous, c'était partout au Québec. Puis en faisant un peu de consultation, moi, j'avais travaillé déjà dans le milieu politique, plus au niveau fédéral ici. Mm-hmm. Puis j'ai parlé à des gens qui étaient encore dans tous les partis, finalement, là, puis beaucoup des Ontariens, qui ne connaissent pas le système québécois, qui n'ont aucune relation émotionnelle avec le Québec. Puis là, je leur dis, mais regardez ça, c'est la situation. Qu'est-ce que vous feriez? Puis beaucoup sont arrivés et me dire, c'est un problème politique. Vous avez un cercle vicieux, puis les parents n'ont pas le choix de se concurrencer. Puis c'est pas en essayant de convaincre les parents qu'on va changer quelque chose. Il faut changer le système. Puis c'est de là qu'École Ensemble est née, en se disant, OK, on va comme lancer une sorte de campagne. Puis c'était avant les élections de 2018, la première fois que la CAQ a eu gagné. Oh wow! OK, quand même. Ouais. Puis donc c'est comme ça que c'est né. Là, je sais que je me suis pas vraiment présenté, mais enfin, je suis pas vraiment intéressant. C'est plus l'histoire qui est intéressante. Ben non! Mesdames et messieurs, Stéphane Vigneault, coordonnateur à Gatineau pour École Ensemble. Les ingénieux pédagogiques, le podcast qui fait le pont entre la recherche et les pratiques en salle de classe. Dans chaque épisode, les ingénieux pédagogiques analysent un article scientifique en éducation et explorent des façons concrètes de l'appliquer en classe. Animé par Martin Parent, conseiller pédagogique, professeur Éric Dionne de l'Université d'Ottawa et moi, Alexandre Audet, enseignant au secondaire, ce podcast offre une perspective unique et accessible pour enrichir vos pratiques éducatives. Abonnez-vous dès maintenant et laissez la recherche transformer votre pédagogie. Votre balado pédago. Est-ce qu'il y a des chemins qui se sont faits depuis la création d'École Ensemble? Des chemins, dans quel sens? Écoute, je vais te partager quelque chose. J'ai discuté avec un Christophe qui a fait un podcast qui s'appelle... ça y est. Oui, je sais, c'est Distance sociale. Distance sociale, merci. Puis, tout le monde devrait mettre ça dans ses oreilles. Ah, tellement. Puis, c'était percutant. Okay? Mm-hmm. Il nous a parlé d'un peu ce chemin-là qui s'est établi, dans le fond, le public pour concurrencer avec le privé. Puis là, il y a eu l'éclatement. C'est très bien expliqué, soit dit en passant. Mm-hmm. Lui, dans le fond, son objectif, c'est... Je ne sais pas, son objectif, c'est de faire changer les choses, bien évidemment, mais dans cette mouvance d'École Ensemble qui veut changer les choses, depuis 2016, est-ce que les choses qui ont changé ou c'est encore très difficile? Ah, ça a beaucoup changé. Ah oui? Ça a beaucoup changé. Écoute, ça a beaucoup changé en peu de temps. Ah oui. Écoute, quand on a commencé, le sujet de l'école à 3 vitesses, c'était un sujet tabou. Je ne sais pas si tu peux te voyager dans le temps un peu, mais fais une recherche dans les journaux, dans les médias, tu sais, c'était un sujet qui n'était jamais abordé. Dans les médias, OK. On parle dans les médias, chez les élus, il y avait peut-être à chaque 5 ans une petite crisette sur l'école privée subventionnée. Puis là, un élu ou une élue en parlait. Puis là, les autres lui disaient « Ah, mais toi, t'es hypocrite, toi-même, t'es allé au privé ou t'envoies tes enfants au privé. » Puis là, la conversation finissait. Tu sais, fait que c'était enfantin, c'était ridicule, ça allait nulle part. Ouais. Il y avait ce genre de petits débats-là à chaque 5 ans, mais autrement, ce sujet-là était absent de l'espace public. Puis le public sélectif, on en parlait encore moins. Ouais.
Puis là, on s'amène en 2024. Ce sujet-là est débattu à chaque semaine, si ce n'est pas à chaque jour, et dans les médias et par les élus. Et là, c'est pas juste grâce à École Ensemble. Je pense que la société, le terreau était fertile. T'sais, nous, on en parle, mais il y a beaucoup d'autres groupes qui en parlent. Les syndicats ont commencé à en parler. Les élus aussi de tous les partis ont commencé à en parler. Et donc, aujourd'hui, il y a presque pas une journée, en tout cas, il n'y a certainement pas une semaine qui passe sans que ce sujet-là soit abordé dans l'espace public. Donc, le changement est énorme. Mais l'école à 3 vitesses existe. L'école à 3 vitesses existe encore. On va faire changer ça. Ça, j'espère que tu es convaincu de ça, parce que c'est ça qui va arriver. Nous autres, on n'est pas ici pour avoir raison, là. On est ici pour gagner. On va faire changer ce système-là. Comment? C'est grâce au plan pour un réseau commun. C'est le plan qu'on a lancé en mai 2022. Puis on pourra en parler en détail. Absolument. Mais maintenant, c'est vraiment rendu au centre de notre action. Nous, je veux dire, École Ensemble, on veut faire changer les politiques publiques. C'est juste ça qu'on veut faire dans le domaine de l'équité, de l'égalité des chances en éducation. On ne parle pas de pédagogie, on ne parle pas d'architecture d'école, de pénurie. On a un sujet très limité, mais on sait que c'est un sujet hyper important. On sait que c'est la base de notre système d'éducation. On a entendu le ministre Drainville récemment dire « Ah, mais les bases du système sont saines. » Mais en fait, c'est exactement le contraire. Les bases du système d'éducation québécois sont malsaines. Ces bases-là, cette fondation-là, elle est croche. Et peu importe ce qu'on va construire après, ça ne marchera jamais. Il faut revenir à la base, régler ce problème-là, se donner un système d'éducation équitable, un système d'éducation juste. Puis après ça, on va pouvoir développer toutes les autres choses qui sont aussi importantes. L'architecture, la pédagogie, tout ça, c'est super important. Mais tant que la base ne sera pas redressée, le reste, on va continuellement on va peinturer les murs, puis ça va recraquer encore, c'est sûr. Très pertinent ce que tu dis. Pour monsieur, madame, tout le monde, en quoi qu'elle est malsaine, les bases? L'école à 3 vitesses, pour ceux qui connaîtraient moins, c'est l'idée que dans notre système scolaire, il y a 3 réseaux qui sont en fait mis en concurrence. Il y a premièrement les écoles privées subventionnées. Je dis privées subventionnées parce que ce n'est pas des écoles privées. Moi, là, si je vais par là, je marche 10 minutes, j'arrive en Ontario. Là-bas, il y a des écoles privées. Ouais. Au Québec, ce sont des écoles privées subventionnées. On met annuellement plus de 800 millions de dollars dans ces écoles-là. Ce sont des écoles privées subventionnées. Donc, juste utiliser le bon vocabulaire nous permet tout de suite d'envisager les solutions et le problème autrement. Donc, ces écoles privées subventionnées-là, c'était une décision de l'Union nationale en 1968 de commencer à financer ces écoles privées-là qui venaient qui étaient un peu les seules écoles secondaires qu'on avait à l'époque, là, qui formaient les rares Canadiens français là, qui allaient plus loin que le primaire. Le ministre, je pense encore au ministre Drainville, nous a dit récemment que c'était issu d'un compromis historique du rapport Parent. Mais en fait, c'est pas vrai. Dans le rapport Parent, c'était très clair ce qui était proposé. Le rapport Parent disait, en ce moment, on a des écoles privées au Québec. Nous, on veut qu'elles soient complémentaires au nouveau réseau public qu'on doit créer. Parce que tout ça était à faire. Là, il n'y avait même pas de ministère de l'Éducation. Là, c'est arrivé en 64. Donc, tout était à faire. Et le rapport Parent le dit clairement, les écoles privées doivent être complémentaires au réseau public pour avoir des fonds publics. Si elles ne veulent pas être complémentaires, c'est bien correct. Elles veulent faire leur petite affaire, c'est correct, mais elles ne recevront plus d'argent des contribuables. Et donc, le rapport Parent avait une solution à 2 statuts pour les écoles privées. Eux appelaient ça les écoles semi-publiques ou les écoles privées. Donc, vraiment le vrai mot privé ou semi-public. Puis si on était semi-public, là, il fallait, oui, on était financé par les contribuables, mais on était pleinement financé, on était gratuit et surtout, on ne sélectionnait plus nos élèves.
et c'est écrit noir sur blanc dans le réseau, dans le rapport parent, agir autrement équivaudrait à concurrencer l'école publique avec des fonds publics. Donc, ça serait comme la main gauche qui ne sait pas ce que la main droite fait. Et en 68, ben, c'est exactement ce que l'Union nationale a décidé de faire. Et il faut se rappeler qu'en 1970, à peu près, il y avait juste 5% des élèves du secondaire qui allaient à l'école privée subventionnée. C'est vrai. C'était quand même assez marginal, mais tranquillement, à cause de leur ancienne aura d'excellence, et aussi parce que ces écoles-là privées subventionnées, ben, ils sélectionnent les élèves, ils choisissent des élèves plus riches, qui ont plus de facilité à l'école. Donc, bien sûr, elles vont avoir des meilleurs résultats. Et donc, tranquillement, ben, leur réputation d'être meilleure s'est renforcée. Et plus elles écrèment le réseau public, ben, plus l'école publique, elle, s'affaiblit, plus le privé subventionné se renforce. Ce qui fait que tranquillement, ben là, entre guillemets, les parts de marché, parce que dans un marché scolaire, il faut parler de clients, puis de parts de marché, puis de marketing. Donc, c'est là-dedans qu'on est au Québec. Mm-hmm. Donc, tranquillement, la part de marché des écoles privées subventionnées a monté. Et là, ça nous amène aux années 80, où les gens des écoles publiques se sont dit « Hey, oh, ça ne marche pas ce système-là. Là. Pourquoi est-ce que ces écoles privées subventionnées ont un privilège, celui de choisir leurs clients, tandis que nous, on accueille tout le monde? » Et là, c'est là qu'est arrivée la deuxième grande erreur historique. Au lieu, du côté du public, d'aller combattre le privilège de sélection du privé, parce que tout est là-dedans, là, tout est dans la sélection. Fait qu'au lieu d'aller combattre le privilège, les gens du public se sont dit « Mais non, allons concurrencer l'école privée subventionnée sur son terrain. » Puis son terrain, mais c'est la sélection. Donc, on a juste à créer nous autres aussi des écoles qui sélectionnent. International, sport, art, ça pourrait être pétanque, là, ça n'a aucune importance le sujet. L'idée, c'est de pouvoir dire aux parents, nous aussi, on sélectionne, n'entre pas ici qui veut. Et donc, par la force des choses, bien ça a créé la troisième vitesse, le public ordinaire. Donc, privé subventionné, public sélectif, public ordinaire. Et bien sûr, la conséquence, bien, c'est qu'on concentre au public ordinaire les élèves les plus vulnérables. Et bien, c'est la pire chose à faire. Là. C'est la pire chose à faire, mettre les plus vulnérables entre eux, puis dans le fond, leur dire, écoutez, vous, les amis, vous êtes un petit peu moins importants. Donc, déjà, la motivation prend le bord. Du côté des enseignants, bien, on se retrouve avec des classes plus difficiles. On réduit nos attentes. Les élèves aussi réduisent leurs attentes. Donc, ça, c'est quand même assez cruel. Souvent aussi, maintenant, bien, les enseignants qui ont plus d'ancienneté, ils savent de quel côté leur pain est beurré. Fait qu'ils s'en vont au privé subventionné, au public sélectif, qui vont au public ordinaire, les nouveaux, qui ont moins d'expérience que les autres. Donc ça alourdit encore plus le processus. Puis quand on voit oui, on a le plus haut taux de décrochage au Canada, décrochage d'élèves, et quand on voit le décrochage des enseignants, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Là. On donne aux nouveaux les classes les plus difficiles, puis après ça, on s'étonne qu'ils fassent des burn-out, puis qu'ils lâchent la profession, puis qu'ils deviennent électriciens ou dentistes ou je ne sais pas quoi. Alors, comme je le disais au début, c'est la fondation. Je reviens à ta question. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est comme conséquence, cette fondation croche-là? Mais c'est tout le reste. C'est notre taux de décrochage des élèves, c'est notre taux de décrochage des enseignants, c'est notre cohésion sociale, parce que là, je te parle de conséquences scolaires, tu sais, décrochage, des notes plus basses, les enseignants, tu sais, le recrutement, tout ça, mais il y a toute une série de conséquences sociales à cet enjeu-là. L'éducation, c'est central dans une société. Puis si, comme nous, au Québec, on en fait un marché, bien, on va payer le prix, oui, en décrochage scolaire, mais aussi dans plein d'autres composantes. Toute la cohésion sociale. Tu sais, le fait de... Qu'est-ce qui nous reste comme espace, nous, les Québécois, où est-ce qu'on est ensemble? Tu sais, on avait le perron de l'Église, peut-être, là, à l'époque. Ouais. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Pas grand-chose. Plus grand-chose, c'est ça. Tu sais. Fait qu'on avait l'école, on n'a même plus ça. Fait que, à quel endroit une même génération de Québécois se rencontre? Il n'y en a plus d'endroit. Fait qu'après ça, bien, si on n'a pas de culture en partage, si la langue française est rejetée par beaucoup d'immigrants, beaucoup de francophones aussi, si l'idée de dire, bien, nous, on est une société, on peut prendre des défis ensemble,
si cette idée-là disparaît tranquillement, mais en grande partie, c'est parce que on ne va plus à l'école ensemble, on ne se connaît plus. Ça, c'est conséquences sociales. Après ça, plein d'autres conséquences environnementales. Si tu vas dans un sport-études à 2 heures de chez vous, tu es en autobus. Donc, ou bien tu te fais conduire en autobus, en voiture par tes parents. Tu es dans le trafic, tu es le trafic, tu pollues. La voiture des parents autour de l'école, elle est dangereuse. Oh boy, oui. Ça, c'est un côté. Mais l'autre côté, c'est que tu ne marches pas. Tu n'es pas en vélo, tu n'es pas en chaise roulante, tu n'as pas de mobilité active. Fait que tu vois, le paradoxe, c'est quand même ridicule. Tu fais 2 heures d'autobus pour aller faire du sport. Vrai. C'est complètement absurde. Fait que ça, c'est toutes les conséquences environnementales de notre choix. Après ça, il y a toutes les conséquences de santé mentale aussi. Le stress qu'on impose aux parents, c'est clair, mais aussi aux enfants, d'être obligé constamment de faire des examens, dans le fond, on est comme au préscolaire, on prépare le primaire. Au primaire, on prépare le secondaire. Au secondaire, on prépare... quand est-ce qu'on apprend là-dedans, là? Quand est-ce qu'on s'éduque? On est tout le temps en train d'être dans des compétitions pour la prochaine étape. Vrai. Puis là, mais l'éducation, les savoirs, les savoir-faire sont où dans ce système-là? On dirait que, on dirait pas, le fait d'être en concurrence, puis je reviens avec la fondation qui croche, cette fondation-là qui crée un marché scolaire, nous place, nous les parents, nos enfants, constamment en concurrence et nous fait complètement oublier la raison d'être de l'éducation, d'apprendre des savoirs, d'apprendre des savoir-faire, de devenir des bons citoyens, de collaborer, de se connaître. Tout ça est secondaire maintenant, puis tant qu'on aura un marché scolaire, tant qu'on aura une école à 3 vitesses, on va rester pris là-dedans. C'est percutant ce que tu nous parles, mon cher Stéphane. Je vais faire un parallèle avec une conversation que j'ai eue avec Richard Billard. Ce que tu viens d'élaborer vers la fin, toute cette espèce de stress engendré, on n'est pas en train de vivre le moment présent en éducation. C'est ce qui m'a informé. Ce qu'il me dit, c'est tout ce qu'on fait, c'est qu'on pousse l'enfant à préparer à l'avenir pour avoir, mettons, espérer peut-être... Là, je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche, là, mais moi, l'analyse que je fais, c'est que c'est comme si on est en train... tout ce qu'on veut, c'est de pousser vers une direction l'enfant, tu sais. Pour plein de bonnes raisons, parce que le parent... regarde, il l'a dit, Christophe, là, dans son podcast, là, je pense que le plus beau canari, là, c'est les enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants qui envoient leurs enfants au privé parce qu'ils ont comme l'impression qu'il y a une désuétude avec le public. Là. Au secondaire, on parle. Là. Mais écoute, je te dirais, dans tous les systèmes scolaires où il y a un marché scolaire, comme en Espagne, en France, les premiers utilisateurs du privé subventionné, c'est d'abord les enfants des enseignants. C'est eux qui connaissent le mieux le système. Autant pour dire, moi, je veux aller du côté sélectif des choses, autant pour leurs enfants. Fait que, ce que tu dis, c'est vrai, mais ce qui est important aussi, puis nous, comme organisme de parents au début, c'est bien important là-dedans de ne pas blâmer les parents. On n'est pas là pour faire le procès des parents. Non. Parce que les parents sont pris dans ce système-là. Comme moi, ma fille, elle va au public sélectif, là. Ouais. Fait que je ne suis pas en train de dire faites comme moi, suivez le bon exemple personnel. On n'est pas là-dedans du tout. Là. On n'est pas là pour blâmer les parents. Puis moi, quand je fais des présentations, je le dis souvent dès le départ, puis là, ça relaxe les gens. Les gens disent OK, on n'est pas ici pour se faire blâmer. Là. Non. Parce que c'est le système qu'il faut changer, c'est pas les parents. Le problème, c'est le système à 3 vitesses, c'est ça qu'il faut changer. Tu as fait un plan en résumé. Il y a un plan qui est élaboré. Là, il y a 3 préceptes. Là. Il y a 3 balises. Là. Dans le fond, c'est d'avoir un bassin scolaire commun. C'est ce que je comprends. C'est grossier ce que je dis? Non, vas-y. Okay. La deuxième, on veut toucher aux frais de scolarité. On veut une éducation qui se veut gratuite, de ce que je comprends. Puis on veut aussi
un libre choix de parcours. Celle-là, j'ai comme une espèce de dissonance cognitive. C'est un peu étrange, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le libre choix de parcours nous pousse, dans le fond, à aller peut-être dans du sélectif. Oui, OK. Ben écoute, je te le montre ici parce que c'est un truc qui est filmé. Donc ça, c'est le plan. Plan pour un réseau scolaire commun. C'est ça qu'on a lancé en mai 2022. Ouais. Les gens qui veulent aller le lire au complet, pour voir tous les tableaux, tous les chiffres, peuvent aller sur notre site, sur écoleensemble.com. Donc, tout est là. Parce que des fois, dans un podcast, là, des fois, ça peut être difficile de montrer des choses, mais tout est là. Mais pour résumer la base, je dirais la première chose, c'est tout simplement d'aller à l'école de quartier, l'école de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre système à 3 vitesses? Bien, parlons des écoles privées subventionnées. Qu'est-ce qui arriverait? Nous, on propose, exactement comme il y avait dans le rapport parent, d'offrir à ces écoles-là, aux écoles privées actuelles, le choix en 2 statuts. On a appelé ça privé conventionné ou privé non conventionné. D'accord. Bon, les termes c'est peut-être pas nécessairement très sexy, mais ça nous permet de nous comprendre. Une école privée conventionnée, qu'est-ce que c'est? C'est une école privée qui dit « Moi, je me conventionne, je veux faire partie du réseau scolaire commun. » Donc, cette école-là reçoit un financement public de 100%, autant qu'une école publique. En ce moment, elle est financée à peu près à 75%. Là, on l'amène à 100%. OK. Ça veut dire qu'elle devient gratuite. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, elle ne sélectionnera plus ses élèves. Elle ne va plus décider à qui elle va enseigner. C'est plutôt un bassin scolaire. Donc, chaque école publique et privée conventionnée va avoir son propre bassin scolaire. Et donc, moi, si j'habite ici, ben, je vais à telle école, qui peut être publique ou privée conventionnée. Si j'habite là, je vais à telle autre école. Donc, il n'y a plus de sélection ni par les frais, c'est-à-dire par le revenu des parents, ni de sélection par les notes, ou même plus de sélection religieuse ou ethnique. Donc, une école qui dirait « Moi, je ne veux que des catholiques ou que des juifs », elle ne pourrait pas être conventionnée. Donc, forcément, son financement public va être de 0. Donc, tu vois le portrait? C'est un peu comme en Ontario, là. Bien, en Ontario, c'est qu'ils ne sont jamais passés par notre phase actuelle de subventionnement. En Ontario, bien, dans l'équivalent d'une école privée en Ontario, dans notre plan, ce serait une école privée non conventionnée. Donc, une école qui dirait « Non, moi, je veux continuer à sélectionner mes élèves. Donc, c'est parfait, les amis, bonne chance, mais vous n'avez plus aucun financement public. » Donc, ça, c'est ce qui arriverait à ces écoles privées-là qui feraient ce choix-là. Et on explique dans le plan comment la transition fonctionnerait. Donc, par exemple, si mon enfant est dans une école privée qui décide de ne pas se conventionner, bien, le tarif qui est payé par les parents fait l'objet d'une sorte de clause grand-père. Donc, mettons que je payais 4 500, bien, moi, je vais payer 4 500 jusqu'à la sortie. Mais l'enfant qui arrive en secondaire 1 à l'an 1 du réseau commun, bien là, il va se faire dire, écoute, ici, c'est 14 000 ou c'est 26 000. Mais s'il va à cette école-là, il va en toute connaissance de cause, il n'y aura pas de surprise. Donc, il n'y a pas de choc tarifaire si l'école où on va ne se conventionne pas. Puis si notre école se conventionne, moi, mettons, mon enfant est en secondaire 1 cette année dans une école privée, l'année prochaine, elle devient une école privée conventionnée, mon enfant est en secondaire 2, donc il continue à la même école, les mêmes profs, les mêmes amis, sauf que là, c'est gratuit. Fait que ça, du point de vue des parents qui vont voter dans les CA de ces écoles-là pour le conventionnement, bien, ça peut être quelque chose de très important, la gratuité scolaire. En effet. Donc ça, c'est le côté, disons, pour le privé. Pour les projets particuliers, il fallait qu'on ait une proposition là-dessus aussi, parce que quand même, c'est important. Les projets particuliers ont des avantages. Ils ont comme gros désavantage, puis qui est majeur, qui est central, c'est le fait de sélectionner. Donc, souvent, les élèves qui bénéficieraient le plus d'un projet particulier, bien, c'est ceux qui n'y ont pas accès. Parce qu'ils n'ont pas les notes ou ils n'ont pas l'argent. Tu sais, il y a des projets particuliers dans les sports, on est dans les 3, 4, 5 000 $. Ouais. On peut aller jusqu'à... Je pense qu'il y a des programmes maintenant qui vont jusqu'à 16 000 $. On est au public, là. Puis après ça, bien, il y a les notes aussi. Tu sais, fait que
Ça, c'est le gros désavantage de notre système actuel de projets particuliers, c'est la sélection. Donc, nous, ce qu'on dit aux écoles, c'est d'offrir des projets particuliers, mais sans sélection. Et on donne un modèle pour y arriver. On ne dit pas vous devez absolument prendre ce modèle-là, mais on donne un modèle, encore là, qu'on n'a pas inventé, qui existe depuis une douzaine d'années, qui a été inventé dans une petite ville qui s'appelle Princeville. C'est le modèle de la 5e période. Donc, ce qu'on fait dans cette école-là... C'est dans mon centre de service scolaire. Ah oui? Bon. Oui. Alors, peut-être en entendu parler. Ce qu'on fait, dans le fond, c'est Mme Liette, qui est la directrice, qui est une femme incroyable. C'est elle qui a inventé le modèle, parce que son école se faisait écrémer par les écoles publiques sélectives puis privées subventionnées de Drummondville puis autour. Donc, elle, ce qu'ils ont inventé, c'est de dire... On prend nos périodes, nos 4 périodes de 75 minutes, on les réduit à 60 minutes, c'est 80% du temps, donc c'est déjà permis par le ministère. Et avec le temps gagné, on crée une 5e période de 60 minutes aussi, où là, les élèves auront des projets, eux autres, ils appellent ça des programmes. Oui. C'est donné par les enseignants. Donc là, il y a tout un... C'est vraiment fantastique. Tu sais, il y a une offre et une demande dans ce que les élèves veulent, puis ce que les parents, puis ce que les enseignants veulent. Mais tu sais, mettons que toi, tu tripes ébénisterie, puis tu peux dire, moi, j'offrirais ébénisterie. Puis là, tu vois, tu sais, est-ce qu'il y a un intérêt? Mettons une prof de français pourrait dire, ben moi, ça va être plus théâtre. Tu sais, c'est sûr que si c'est grec ancien, il n'y aura peut-être pas d'inscription. Fait que, tu sais, il y a une offre et une demande, mais Mme Liette me disait, quand on a commencé, une de ses enseignantes dit, ben moi, j'étais une ancienne championne provinciale de ping-pong. Est-ce que je pourrais donner ping-pong, tu sais, en 5e période? Elle dit, mais oui, vas-y. Fait que là, elle, l'enseignante, elle vit sa meilleure vie. Puis les élèves adorent ça. Tu sais, fait que tu as tous les avantages des projets particuliers, tu les retrouves, puis tous les désavantages, tu les mets à la poubelle. Eux ont même dans leur système 2 programmes en même temps, jour pair, jour impair. Tu sais, fait que jour pair, tu vas jouer au hockey. Jour impair, tu fais de l'anglais enrichi. Tu changes à chaque année ou tu restes. Si tu es dans l'orchestre puis tu veux rester, tu restes. Il y a un orchestre, là, c'est Princeville, un orchestre symphonique. Fait que si tu restes, tu veux garder le même, tu restes. Mais moi, ce que je préférais, c'est essayer. Fait que tu peux faire ton secondaire 5 puis tu auras essayé 10 programmes différents. D'apprendre l'arabe, je sais pas, l'algonquin, la robotique, le hockey, c'est incroyable, tu sais. Puis ça devrait être ça, l'école, d'essayer plein de choses. Puis tu dis, écoute, moi, j'aurais jamais pensé là, que je serais intéressé par les moteurs, mais j'ai fait introduction à la mécanique générale en 5e période. J'ai adoré ça, puis maintenant, tu sais, je travaille là-dedans. Ça devrait être ça, l'école. Il disait que l'école à Princeville, c'est l'école Sainte-Marie, là. Exact, c'est ça. Ouais, c'est l'école la plus privée, la plus privée des écoles publiques. C'est ce qu'on m'avait dit. Puis j'ai même un ami qui travaille à la ville, là, puis j'ai eu dans mon podcast à ma première saison, puis qui me vendait donc les mérites de cette école-là. Fait que ça me fait bizarre d'entendre un gars de Gatineau parler d'une école de Princeville. Écoute, mais c'est drôle parce que nous, quand on a travaillé sur ce plan-là pendant 2 ans. OK. Pendant la pandémie. Puis on a consulté, on avait un réseau là, international. Puis on avançait, un enjeu à la fois. On a tel problème, on cherche une solution. OK, on a mis tous les morceaux du casse-tête. Puis les projets particuliers, on savait qu'il fallait trouver une solution. Puis on a beaucoup cherché à l'international, on s'enlignait vers une solution américaine qui s'appelle le School-Wide Enrichment. Puis là, à un moment donné, quelqu'un nous envoie un article du Journal de Montréal, puis dit, regardez ce qui se passe à Princeville. Puis j'ai réussi à parler à Mme Liette. Puis là, tout le déclic s'est fait. C'est comme, ben oui, c'est... Mais encore là, il pourrait y avoir d'autres modèles. Par exemple, une école pourrait dire, nous, ça ne sera pas tous les jours, ça va être une pleine journée par 9 jours. Tu sais, mais les balises, c'est pas de sélection par l'argent, pas de sélection par les notes. Tout le monde en a. Il y a même une nouvelle école à Charlebourg qui vient d'ouvrir. Les belles écoles du ministre, là. Puis eux, bang, ils commencent tout de suite. Tout le monde a une 5e période. Fait que l'idée se répand. Puis tu parleras aux gens à Princeville. Apparemment, c'est comme un aimant à prof, cette école-là. Ah, je connais. J'ai travaillé à Sacré-Cœur en 6e année en intensif, juste à côté.
OK. Apparemment, les profs aiment ça être là. Il y a un esprit de corps maintenant dans l'école. Oui. Puis pour des profs qui nous écouteraient, qui diraient « Oh, moi, j'ai pas le goût de monter un nouveau cours. » Ben, c'est parfait parce qu'ils ont besoin de profs qui font, ils appellent ça j'ai oublié le nom exact, mais suivi pédagogique, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, un élève qui est en difficulté, mettons, en mathématiques, se ferait dire « Écoute, durant le mois de novembre, là, laisse faire une de tes 2 5e périodes, tu viens en soutien pédagogique, tu auras une prof de maths, peut-être pas de ta prof, mais tu auras une prof de maths. » Fait qu'ils se sont rendus compte que pour les élèves en difficulté, ça les tirait vers le haut parce qu'ils ont vraiment un encadrement personnalisé. Et, il ne faut pas se le cacher, il y a un peu la carotte de vouloir retourner, faire de la menuiserie ou de la robotique ou peu importe. Fait que ça a tiré, parce qu'au début, le syndicat se posait des questions. Est-ce que ça va être de faire 60 minutes pour les élèves en difficulté qui ont déjà de la misère? Est-ce que ça va être trop dur pour eux? Puis non, ils se sont rendus compte que ça propulsait ces élèves-là aussi vers le haut. Fait qu'il y a beaucoup d'avantages. Je veux revenir sur l'idée d'école publique et école privée conventionnée. Oui. Bon, c'est une belle idée, OK? Je dis pas que l'idée n'est pas bonne. Ce que je me pose comme question, c'est la réponse du privé est quoi, tu penses? Par rapport à ça? Bien, on parle à tout le monde. Hein? Oui. On parle au milieu éducatif, on s'en était déjà même parlé en pré-entrevue. Oui, on parle au milieu des affaires, puis c'est sûr qu'on parle aux partis politiques, là, c'est nos interlocuteurs en premier. Mais on est allé rencontrer la Fédération des écoles privées. La FEP, là? La FEP, ou la FIP, je ne sais pas trop comment on dit. Mais en tout cas, c'est le lobby du privé. Puis on leur a présenté le plan. C'est sûr qu'à un moment donné, c'était un peu drôle comme conversation parce qu'on était d'accord sur beaucoup d'affaires. Vraiment, là, honnêtement, on s'entendait sur beaucoup de choses. Puis il y a une chose à la fin où on ne peut pas s'entendre, c'est la sélection. Eux disent, bien nous, on offre un choix aux familles. Tu sais, ça va revenir toujours. Le libre choix. Puis le ministre Drainville répète cette chanson-là, le libre choix. Et nous, on leur dit, écoutez les amis, c'est pas les familles qui ont le choix. C'est vous autres. C'est vous qui choisissez. Fait que là-dessus, tu sais, on n'arrivera jamais à s'entendre. Eux ont leur discours, nous autres, on pense qu'on a raison. Mais là-dessus, tu sais, c'est sûr qu'il y a un blocage. Mais je reviens à ta question. Ça va être quoi la réponse des écoles privées? Je pense qu'en ce moment, eux autres sont très contents. Tu sais, ils ont le beurre et l'argent du beurre. Fait qu'ils aimeraient mieux que le système ne change jamais. C'est pour ça qu'il y a un lobby, tu sais, très efficace, ils sont vraiment bons, ils ont beaucoup d'argent. Puis depuis 50 ans, ils maintiennent le statu quo. Et de manière réaliste, quand un gouvernement au pouvoir, quand le prochain gouvernement au pouvoir va avoir le plan dans sa plateforme électorale, puis va se faire élire, ça va faire partie de sa plateforme, puis il dit « Parfait, le réseau commun commence l'année prochaine ». La première chose, ça va être d'aller à toutes les écoles privées actuelles, puis leur dire quel statut vous allez vouloir, conventionné ou non conventionné. Si elles disent non conventionné, parfait, tu sais, bonne chance. Mais la plupart, là, elles n'auront pas de marché pour leur service. C'est trop cher. Puis ça, c'est dans notre analyse économique. On a ces chiffres-là. On l'a mesuré. Et là, donc, la majorité des écoles privées actuelles va se conventionner. Est-ce que c'est leur premier choix? Non. Mais elles n'auront pas le choix. Puis, c'est une décision politique. C'est nous, les contribuables. C'est nous, les citoyens. C'est nous, les électeurs, qui décidons ça. Fait que c'est comme ça que ça va se passer. Puis, je peux donner un exemple. En Finlande, eux ont passé cette loi-là en 1968. Oui, on fait un moment, oui. Puis, on parle souvent de la Finlande, mais tu sais, les gens retiennent les devoirs. Et souvent, les gens ne parlent pas de cet enjeu-là. La Finlande, en 1968, a passé sa loi. En 1972, c'est entré en action. Les écoles privées se sont faites subventionner à 100% et se sont fait donner un bassin scolaire. Donc aujourd'hui, les écoles privées en Finlande, elles existent encore, exactement comme nos futures écoles privées conventionnées. Elles existent encore, mais tout le monde s'en fout. Ça ne change rien. Ce sont des écoles comme les autres. Elles ne sont plus meilleures parce qu'elles ne choisissent plus les meilleurs élèves. Donc on va à l'école du quartier. Oui, si on fouille dans la filière, ah oui, nous autres, on est privés. Ça n'intéresse plus personne. Donc, c'est ça qui va arriver au Québec aussi. À l'an 1,
les parents vont dire « Yes, mon bassin scolaire m'envoie au privé conventionné », c'est sûr que cette réaction-là va arriver. Puis tranquillement, les années vont passer, puis l'aura de supériorité va s'évaporer tranquillement. Sauf si je me trompe, OK? Je sais qu'à Trois-Rivières, le centre de service à Trois-Rivières, il parle justement de ça, là, les écoles de quartier, c'est marqué à Mauricie, Centre du Québec, les écoles de quartier imposées aux élèves secondaires à Trois-Rivières. Fait que là, dans le fond, c'est les élèves qui habitent dans le secteur de l'école Chavigny devront s'inscrire en priorité à l'école Chavigny. Est-ce qu'on est en train de vivre cette idée-là de l'école ensemble? En partie, parce que je ne connais pas le cas là, dont tu me parles, mais je connais, par exemple, peut-être tu connais aussi le cas de la commission le centre scolaire des Chênes. À Drummondville. Qui n'est pas loin de chez vous. Oui. Donc, eux, depuis l'année dernière, mais je pense que c'est vraiment entré en pleine opération à cette rentrée scolaire-ci, ont décidé que les élèves iraient à leur école publique de quartier et qu'ils auraient des projets particuliers dans leur école de quartier. C'est ambitieux. Donc, c'est ambitieux, mais ils l'ont fait. Puis ils montrent que c'est faisable. Et ça réussit. C'est en cours. Donc, c'est pas utopique, ça marche. Mais là où je te dis, c'est pas encore l'école ensemble, c'est que ça, ces centres de services scolaires-là peuvent faire leur part. Mais si on ignore ce qui se passe du côté du privé subventionné, ben, il manque un gros parti de l'équation. Donc, les écoles privées subventionnées doivent faire partie de la solution autant que les écoles publiques. Est-ce que c'est... La question va peut-être te sentir un peu naïf, OK? Est-ce que l'école privée, c'est payant, ça? L'école privée subventionnée? Oui. C'est payant, tu veux dire, les élèves doivent payer? Non, c'est payant pour ceux qui gèrent ça. Bien, normalement, au Québec, les écoles privées sont subventionnées ou non, là, sont à but non lucratif. Il y a quelques exceptions. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques, tu sais, les écoles Vision. Oui. Il y a quelques écoles Vision, par exemple, qui sont à but lucratif. Le but, c'est de faire de l'argent. Mais la grande majorité sont leur statut légal, c'est organisme à but non lucratif ou coopérative, aussi à but non lucratif. Donc, il n'y a pas normalement d'enrichissement personnel. C'est clair, on l'a vu avec une série d'articles récents, il y a certaines directions de ces écoles-là qui font des salaires très, très élevés. Mais en tout cas, il n'y a pas, sauf quelques petites exceptions, là, comme je te dis, certaines écoles Vision, il n'y a pas l'idée on fait de l'argent puis on retourne des dividendes aux actionnaires. Non, mais j'entends des noms d'écoles privées qui achètent d'autres écoles privées pour en faire des plus grosses écoles privées. C'est pour ça que je me pose la question, OK, c'est payant finalement? Oui, ben on a vu par exemple l'école, c'est Sainte-Anne, là, qui a acheté une école primaire à Outremont. OK. Sainte-Anne au secondaire est privée subventionnée. L'école qu'ils ont achetée n'est pas subventionnée au primaire. Donc, il y a une sorte d'effet. Peut-être, je connais pas leur intention, mais il y a peut-être un peu un effet de filière. C'est-à-dire, on va chercher des parents très, très fortunés d'Outremont qui envoient leurs enfants au primaire privé, non subventionné. Puis là, bien, ils sont déjà dans l'écosystème. Ah, OK. Alors, peut-être qu'au secondaire, ça va être plus facile de les attirer. Mais normalement, il n'y a pas de. Il y a rien de. Il y a très peu d'écoles à but lucratif au Québec. OK. Merci de ces informations-là. Je t'ai entendu dire que tu imposes. Non, tu parles d'un vocabulaire comme quoi que ça allait arriver. Votre équipe est plus que convaincue que ça va arriver. C'est bien ça, hein? Exact. Les moyens mis en place, mis à part votre explication, le livre, ce qui est super pertinent, et on voit qu'on peut soutenir ou le plan aussi en remplissant une espèce de signature, là, comme une espèce de pétition, c'est ce que je comprends. Oui, exact. Quel moyen vous allez faire pour y arriver?
Écoute, il y a plusieurs moyens, mais il y a pas de... C'est un problème politique. Fait qu'il n'y a pas de magie. C'est vraiment convaincre les citoyens, convaincre les parties prenantes, convaincre les partis politiques, puis les parties prenantes vont influencer ces partis-là qui sont là pour gagner des élections. Fait que ça passe par toute une gamme d'actions qui vont juste d'appels, de parler aux élus, par exemple. Là, mettons, là, il y a une course à la chefferie au PLQ, chez les libéraux. Bon, ben, moi, il faut que je parle à tous ces candidats-là. Mais après ça, il y a plusieurs articles qui s'écrivent dans les médias. Tu as sûrement lu cette semaine l'appui incroyable qu'on a reçu de Guy Rocher. Donc, M. Rocher, qui est le dernier signataire vivant du rapport Parent, qui a approuvé le plan pour un réseau commun entièrement dans la presse. Donc ça, c'est des appuis comme ça qui... moi, je peux voir après ça sur le site le nombre d'appuis qui rentrent suite à ça. Les gens signent la pétition, les gens en parlent, les gens vont sur le site. Fait que des appuis comme celui qu'on a eu de M. Rocher, c'est inestimable. Mais il y en a eu d'autres. On a eu Pauline Marois. À QS, on a eu Françoise David. Du côté libéral, l'ancienne juge en chef de la Cour suprême, Louise Arbour. Fait que, tranquillement, au début, c'est sûr que c'est plus des individus qui vont prendre position. Dans le milieu éducatif au Québec, beaucoup de monde reçoivent de l'argent du ministère et sont très frileux à prendre position sur des enjeux politiques de ce genre-là. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'appui de regroupement, disons, scolaire. Mais on parle quand même à tout le monde. On parle aux syndicats d'enseignement. Donc, un appui en amène un autre, en appelle un autre. On va sortir bientôt un sondage qu'on a réalisé avec CROP. C'est super bon. Écoute, l'appui, on a fait un en 2022 qui était déjà bon, puis là, 2024, ça a encore augmenté. On a beaucoup, beaucoup d'appui dans la population. Fait qu'il faut transférer ces appuis-là vers nos élus, puis après ça, que les citoyens aient la chance de se prononcer. Ça veut dire que si on prend cette idée-là de l'école publique plus les écoles privées conventionnées, ça veut-tu dire qu'il va y avoir, disons, plus d'argent pour aider le public? Non. Pas nécessairement. Parce que, je te dis non, là. Tu vois, on a dans notre plan, nous, on touche pas, on dit pas augmenter le financement des écoles publiques. On dit augmenter le financement des écoles privées conventionnées à 100%, baisser le financement des écoles privées non conventionnées à 0. Mm-hmm. On a donné ça à des économistes, on a dit, écoutez, nous, c'est ça qu'on veut faire, combien ça va nous coûter? Les économistes, François Delorme à l'Université de Sherbrooke, nous est revenu en disant, écoutez, ça va rien coûter, ça va faire économiser. Le ministère de l'Éducation va économiser 100 millions de dollars à chaque année parce que les économies liées à la fin du financement des écoles privées non conventionnées est plus élevée de 100 millions que les surcoûts liés au financement du privé conventionné. Donc, on va gagner 100 millions. Est-ce qu'on va le mettre dans les écoles publiques? Est-ce qu'on va l'envoyer à la santé? Nous, on ne se prononce pas là-dessus. Mais pour répondre peut-être plus globalement à ta question, je pense que quand on aura un réseau scolaire commun, nous, on pense que, parce que si on se base sur l'Ontario, nos voisins, en Ontario, il y a juste 6% des élèves qui vont au privé. Fait que nous, on pense qu'au Québec, il va y avoir 6% des élèves au privé non conventionnés. En Angleterre, il y a 7% des élèves au privé. Ça joue pas mal dans ces chiffres-là, 5, 6, 7, 8%. Ouais. Fait qu'on pense qu'au Québec, 94% des élèves vont aller à l'école commune. Mais ça, là, c'est très important parce que ça va changer le discours public sur l'éducation. Okay. Parce qu'en ce moment, là, il y a plein d'électeurs, quand on leur parle des problèmes des écoles publiques, ils ne se sentent pas concernés. C'est pas leur problème. Eux, leurs enfants sont au privé subventionné ou sont au public sélectif. Fait que les problèmes de l'école publique, sont comme un peu désengagés de ça. Mais quand 94% des élèves iront dans un même réseau commun, dans une école commune,
Mais là, tout le monde va avoir avantage à ce que ces réseaux-là soient bien financés. Fait que les élus vont entendre aussi le message. Fait que moi, je suis pas mal convaincu. Là, c'est sûr qu'on est plus un peu en mode boule de cristal, mais d'après moi, une école commune va faire en sorte que l'appui public, l'appui politique à un meilleur financement des écoles communes va découler de lui-même. Je sais pas si tu me suis. Oui, je te suis. OK. Je te suis. On est déjà rendu dans la dernière portion du balado. OK, déjà. Oui, ça va vite. Ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est ensemble. À chaque fois, ça me sidère de voir la vitesse que ça va. On pourrait parler. J'aurais possiblement encore bien des choses à dire. Mais ce sera peut-être pour une autre fois, si tu veux bien. Fait que j'ai des petites questions à rafale. Tu me réponds comme tu le sens. Si tu as besoin d'élaborer, moi, j'ai une planche de surf puis je te suis, comme je dis à chaque fois. Pour toi, Stéphane Vigneault, l'éducation, c'est quoi? L'éducation, c'est quoi? C'est permettre aux élèves de comprendre tout ce qu'ils pourraient faire pour eux-mêmes, pour la société. Donc, leur permettre après ça de devenir ce qu'ils veulent. Ton plus grand succès, c'est quoi? Mon plus grand succès en tant que coordonnateur d'école ensemble? Peut-être. Écoute, j'aurais aimé ça les avoir en avant. J'aurais pu te dire quelque chose qui a l'air plus intelligent. Là, tu me prends un peu par surprise. Non, l'idée, c'est pas de te prendre en boîte. Ça peut être personnel aussi. On veut savoir ce que Stéphane Vigneault pense. Ah ouais. Ben écoute, pour École ensemble, je pense que d'avoir amené le débat sur l'école à 3 vitesses dans l'espace public, c'est un grand succès. La première étape, c'était ça, puis là, c'est fait. Maintenant, on est comme en mode solution. Les gens sont conscients. Il y a un problème. Fait que là, il faut que les gens passent à la prochaine étape et se dire, OK, c'est quoi la solution? Parce que là, on entend beaucoup parler du problème, mais pas encore beaucoup de la solution. Nous, on pense qu'on a la meilleure, mais il y en a peut-être d'autres. Fait que c'est le temps de passer en mode solution. Ton plus grand apprentissage, Stéphane? Je suis pas bon, moi, dans ces questions-là. Mon plus grand... Hey, au pire, on coupera au montage. Mais je suis pas, tu sais, je suis pas... Moi, je suis pas... Je suis pas charismatique, je suis pas connu, je suis pas là pour moi, tu sais. Ben, c'est ce qui fait la beauté, c'est ce qui fait la beauté de Stéphane Vigneault, puis c'est ce qui fait aussi peut-être la beauté de ce projet-là d'École ensemble. Fait que tu sais, dans cette aventure que tu as faite depuis 2016, il y a sûrement quelque chose que tu as appris, là. Écoute, oui, mais il y aurait tellement de choses. Tu sais, le fait de... comment dire, au Québec, c'est tellement facile de pouvoir parler aux gens. Ah. Si tu vas vers les gens, puis tu leur dis, écoute, toi, tu as une expertise ou une opinion ou un point de vue ou un vécu qui m'intéresse, les gens s'ouvrent, puis tu peux parler à n'importe qui. Puis c'est pas toutes les sociétés, tu sais, qui sont comme ça. Tu sais, moi, j'ai vécu beaucoup à l'étranger, j'en ai vu plusieurs pays. Puis cette ouverture-là qu'on a au Québec, c'est fantastique. Les gens sont contents de pouvoir aider, de pouvoir contribuer. Ouais. Que même si c'est des gens qui, par exemple, avec École ensemble, qu'on dirait, eux sont potentiellement nos adversaires. Non, si on va sur leur terrain puis on leur dit, écoutez, nous, on est vraiment intéressés à votre point de vue. L'écoute est là, la participation est là. Puis, tu sais, je veux dire, l'appui de Guy Rocher qu'on vient d'avoir, c'est un exemple. Mais, tu sais, celui de Mme Liette qui nous a aidé à comprendre les projets, son système de projets particuliers, c'en est un autre. Tu sais, ça, c'est très le fun du Québec. Tu sais, on a peut-être certains défauts, mais on est encore capable de se parler. Une personne qui a un impact positif dans ta vie? Qui a un impact positif? Ben, peut-être mes 2 enfants, là, mes 2 filles. Oh wow. Ouais.
je veux dire, tout ça, c'est pour elle. Là. Même si, je te l'ai dit, on va gagner, on va le changer le système, moi, j'ai aucun doute. Quand j'ai commencé, je pensais que ma plus jeune pourrait en profiter. Là, elle est prise en ce moment même dans le magasinage scolaire du secondaire. Donc, on n'a pas réussi assez vite, mais c'est quand même pour elle qu'on fait ça. C'est de dire, c'est nous les adultes, là, qu'est-ce qu'on leur laisse? Là? Tu as une belle bibliothèque en arrière de toi. Oui. Y a-tu un livre que tu aimerais nous partager? Attends, je vais enlever mes écouteurs. Ouais, vas-y. Ça, c'est bien aussi. OK, je me limite à 3. Deux trucs un peu plus théoriques sur la ségrégation scolaire. Ouais. Pour que les gens comprennent que c'est pas juste un truc québécois. OK? On n'est pas méchant, on n'est pas moins bon, ça touche plein de sociétés partout dans le monde. On a mis le pied dans le piège en 1968. On savait pas que ça se refermerait sur nous, mais ça a été le cas. Donc, ça aide à se mettre en perspective quand on voit qu'ailleurs dans le monde, c'est comme ça aussi. Ça aussi, c'est très bon. Un Britannique qui s'appelle Gorard. Education Policy. En gros, là, quand les élèves apprennent ensemble, tout le monde gagne. Okay? L'idée de dire on va mettre les bons entre eux parce qu'ils vont aller plus vite, puis les faibles entre eux parce ils vont aller à leur rythme aussi, puis ils vont pas se déranger, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais qu'on l'entend beaucoup. Beaucoup d'enseignants croient ça aussi, mais la science nous le dit, c'est pas vrai. Mettons les élèves ensemble et ils vont globalement mieux réussir. Les bons vont réussir quand même. Ils vont apprendre d'autres choses aussi que juste des savoirs scolaires. Ils vont apprendre sur le vécu des autres. Puis ceux qui ont plus de difficultés vont se faire tirer vers le haut. Puis une autre chose que j'ai reçue, un cadeau récemment, c'est une bande dessinée. Incroyable histoire de l'éducation. Ça a l'air de ça. Merci, Élise, du cadeau. C'est le fun, ça se lit bien. Puis encore là, ça remet en perspective ce qui se passe chez nous. Là, on est dans la longue durée historique. Puis l'enjeu de l'équité, de l'égalité des chances, c'est pas nous qui l'avons inventé. Ça travaille toute l'histoire de l'éducation. Quand tu étais à l'école, ta matière préférée, c'était quoi? Le français. Je pense que j'aimais ça écrire. Ouais. Quand tu étais à l'école, ça c'est ma dernière question, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme un élève cancre, ça veut dire un élève paresseux ou un mauvais élève, ou encore un aigle, ça veut dire une personne brillante et intelligente? Mais moi, j'avais des bons résultats à l'école, donc j'étais peut-être plus dans ta deuxième catégorie. Ouais. Stéphane, c'était un réel bonheur de discuter avec toi. Je suis content d'en avoir entendu un petit peu plus sur le sujet. Puis j'ai déjà signé sur le site Internet au moment où je te parle. Excellent. Ben, j'invite tout le monde qui nous écoute à aller lire le plan sur le site. C'est résumé. Il y a même une vidéo avec Salomé Corbeau. Vous allez voir en 2 minutes un résumé de notre plan. Et puis, si vous trouvez que c'est une bonne idée, ben, vous pouvez vous impliquer, vous pouvez signer la pétition, vous pouvez faire un don. Quand vous allez signer la pétition, vous allez recevoir un courriel qui va vous expliquer encore d'autres manières de vous impliquer. Donc, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Merci, Stéphane. Écoleensemble.com. Merci. OK, merci à toi.